retrouvons un ingénieur connu, que ce soit sur Citizen+, que ce soit sur du journalisme de réinformation, il est venu déjà à plusieurs reprises sur le média Géopolitique Profonde TV. Il s'agit de mon ami David Pliquet. Bonjour mon cher David. Bonjour Nicolas, très heureux de vous retrouver sur Géopolitique Profonde. Voilà, j'ai beaucoup appris avec votre interlocuteur précédent. Voilà, et donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Oui, on essaie de réinformer de tout ce dont on ne nous parle pas. C'était le cas, par exemple, d'un conflit oublié, qui est le conflit en Ukraine, lorsque ça dérange et lorsque la défaite est acquise pour le proxy de l'OTAN, le proxy américain ukrainien, eh bien, on n'en parle plus. Et puis nous, on va parler d'un autre sujet, David, on va parler de l'affaire Epstein, et on va pas en parler comme le font les médias mainstream, pour qui, finalement, tout ça, il séquence, on a un petit peu de chantage d'un côté, mais pas trop. On est surtout sur une affaire de criminalité éventuellement ou de criminalité sexuelle. C'est à peu près tout ce qui ressort de ces médias qui passent des heures et des heures pour répéter les mêmes choses en boucle et jamais approfondir ce sujet Epstein. Et avec vous, David, eh bien, on va justement faire cet approfondissement aujourd'hui. Donc, l'affaire Epstein, David, vous faites partie de ces gens qu'on a pu taxer à un moment donné de complotistes, donc de ceux qui avaient raison et qui disaient un certain nombre de choses sur ce sujet depuis pas mal de temps. Donc, ne boudez pas votre plaisir, faites-vous plaisir. Vous l'avez amplement mérité. Donc, l'affaire Epstein, c'est déjà un sujet que l'on n'aborde jamais dans les médias subventionnés. Le problème Rothschild, Ariane de Rothschild. On n'en parle pas. Les liens qu'il peut y avoir, bancaires et autres, et on va les développer, entre Jeffrey Epstein et cette Ariane de Rothschild, longtemps patronne de la fondation Edmond de Rothschild. Est-ce que vous pouvez déjà nous planter un petit peu le décor de ce que, parce que je ne vous ai pas entendu, David, sur le sujet de l'affaire Epstein, nous planter un petit peu le décor de votre analyse globale. Écoutez, avec grand plaisir, parce que finalement c'est vrai que les médias, on va dire traditionnels, subventionnés, c'est-à-dire la voix du pouvoir, focalisent sur cette partie un petit peu scandaleuse, sulfureuse des affaires pédocriminelles. Donc évidemment elles existent, elles sont terribles. On sait qu'elles débordent de l'abus sexuel sur des enfants, on va jusqu'au cannibalisme, et donc évidemment tout ça c'est extrêmement sulfureux, extrêmement malaisant, et malgré tout dans cette affaire Epstein il y a une dimension supérieure, une dimension qui permet de structurer la vision du monde que nous avons, permettant même d'expliquer le conflit ukrainien. Donc en fait, on est par l'émergence de cette affaire que nous connaissons, Nicolas, depuis très longtemps en fait. Les sphères dites complotistes, c'est-à-dire quasi historiques, dans le sens historien, la connaissent depuis quasiment 2019, voire 2016, même voire avant pour ceux qui étaient les plus curieux. Et effectivement, dans le cadre de la globalisation de cette hyper-mafia, parce qu'en fait, il faut parler d'hyper-mafia, c'est-à-dire celle qui est au-dessus de toutes les mafias, se situe une relation que je vais pouvoir, si vous en êtes d'accord, exprimer dans sa longévité, si vous voulez, en parlant de cette relation qui existe entre Ariane de Rothschild et le parrain, l'hyper-parrain, donc Jeffrey Epstein. Alors hyper-parrain Jeffrey Epstein et Ariane de Rothschild. Donc là, on a les Rothschild, on a des réseaux bancaires. Donc c'est cette relation et la base de cette relation sur laquelle vous voulez commencer à développer votre argumentaire. C'est bien ça? Ouais, exactement. En fait, le domaine bancaire, on sait depuis longtemps que c'est l'enjeu. L'argent est l'enjeu, le financement des activités, c'est l'enjeu. Et donc, un peu comme, je dirais, une blague, là aussi, on voit arriver le nom le plus exprimé dans la sphère complotiste, c'est le nom de Rothschild. Et on le voit par l'intermédiaire de cette femme qui s'appelle Ariane de Rothschild.
Mais ce qu'il faut noter, mais directement, c'est qu'Ariane de Rothschild est la femme de Benjamin de Rothschild. Donc en fait, ce n'est pas son nom de jeune fille, évidemment. Hein. Exact. Et son nom de jeune fille n'est jamais porté dans la sphère publique et il est extrêmement important parce qu'il va pouvoir nous ouvrir des portes, vous allez voir, qui sont de nouveau vertigineuses. Quoi. En c'est fait, pas une Rothschild, Ariane... hein, c'est ça. Ariane de Rothschild, qui a mis un peu la main sur une partie de la famille Rothschild, n'est pas une Rothschild à l'origine, c'est bien ça. Mais ouais, bah, tout à Elle fait est déjà. épouse de Rothschild. Oui, et puis elle est allemande, elle est d'origine allemande, elle est née au Salvador, elle est née donc en Amérique du Sud, et vous savez que quand on a la proximité des Allemands avec l'Amérique du Sud, évidemment se posent des questions qui sont des questions de transferts donc qui ont lieu en 1946, quand les Allemands, en fait, sous l'opération Paperclip, se sont retrouvés cooptés, on peut dire, par la puissance américaine, et qu'ils ont été protégés donc en Amérique du Sud, le Chili, hein, où on a retrouvé Klaus Barbie, l'Argentine, évidemment, on va pas rentrer dans le détail, et le Salvador. Donc en fait, elle s'appelle Ariane Langner, elle est née en 1965, et elle est née d'un père, et c'est très important, qui s'appelle Wolfgang Langner. Voilà, et c'est sur lui que l'on va focaliser un petit peu l'analyse, parce que ce Wolfgang Landner est un chimiste, et donc vous voyez tout à fait donc l'intérêt stratégique des chimistes dans le cadre de l'opération Paperclip. Et en fait, il va travailler quand il est en Allemagne pour une très très grande firme qui s'appelle la firme Horst. Alors la firme Horst, elle est très connue historiquement, déjà parce qu'elle est fondée dans les alentours, à quelques kilomètres à peine de Francfort-sur-le-Main. Je reviendrai tout à l'heure sur l'importance stratégique de cette ville dans l'histoire du monde. Et elle est sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est un sujet qui touche depuis extrêmement longtemps l'histoire de l'humanité aussi, c'est l'histoire de la teinture. Les teinturiers sont les premiers chimistes, et les teinturiers, c'est les teinturiers du tissu, et c'est les teinturiers, vous savez, de la soie de la ville de Lyon. Et là, d'un seul coup, on a un axe rhodanien qui se construit en fait entre la ville de Francfort et la ville de Lyon. Voilà. Alors, la société Hearst, dans laquelle travaille le père d'Ariane de Rothschild, Langner, fait partie surtout du consortium, on va dire, du groupement d'intérêt économique IG Farben. D'accord ? IG Farben, on les connaît évidemment, c'est la production des produits chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Zyklon B, c'est le cliché que l'on colle, cliché mortel, hein, que l'on colle à cette entreprise, mais au final, ils vont aussi produire toute une série de traitements et de médicaments qui vont être testés dans les camps de la mort par l'intermédiaire donc de ce médecin Mengele que l'on connaît tous. Donc en fait, ils ont aussi un produit phare qui fait que cette société est encore active aujourd'hui dans notre opération, c'est qu'en 1923, ils produisent l'insuline. Jusqu'alors, en fait, il n'y a pas de traitement pour le diabète, et en fait, en 1923, l'insuline va faire le succès économique de cette société qui va vraiment la positionner au cœur de cette organisation IG Farben dans lequel je reprends finalement les sociétés qui y sont présentes, donc BASF, d'accord, Bayer, et Bayer, quand on a Bayer, on a Monsanto aujourd'hui dans l'ordre des choses. Donc ici, on est vraiment dans un ordre mondial, on est dans un ordre mondial à la fois chimique et à la fois pharmaceutique, mais ça ne nous étonne pas. Alors, la société Hertz de Francfort-sur-le-Main a été créée par 3 familles, et en fait, je vais insister sur l'importance de ces 3 familles qui ont un impact dès les années 20, et cet impact, vous allez voir, continue à se promulguer, et évidemment, touche et embrasse l'affaire Einstein. Alors, la première famille, c'est une famille qui s'appelle Meister, par l'intermédiaire donc de Carl Friedrich Wilhelm Meister, et cette famille, en fait, je vais pas tout décliner, hein, je vais rentrer un peu dans la simplification, va porter en fait un descendant qui s'appelle William. Donc son surnom américain c'est Bill parce qu'il vit aux États-Unis, et c'est William Bill Van Master, qui est né en 1942 et mort en 95. Alors ça, c'est un personnage très, très, très important parce qu'en fait, il va avoir une action dans la naissance du numérique aux alentours des années 90-2000, et il va être donc le fondateur de la société Control Video Corporation, et cette société, donc CVC, va devenir ni plus ni moins
que l'épicentre de la révolution Internet des années 2000, c'est-à-dire AOL. D'accord? Tout le monde se souvient de ce provider, AOL, et donc c'est la famille Meister liée donc à la famille ou à l'entreprise Horst et liée donc au Rothschild Langner qui est à l'opération. Alors AOL dans les années 2000, au moment où il y a vraiment l'explosion d'Internet, avant l'explosion de la bulle, va racheter la société Time Warner. Et la société Time Warner, en fait, elle est complètement impactée dans l'affaire Epstein parce que par l'intermédiaire de l'explosion de la bulle Internet, et on se demande comment aujourd'hui cette explosion de bulle n'était pas une manipulation, on va voir apparaître en fait deux personnages qui vont s'intéresser au démantèlement donc du groupe AOL Time. C'est Bronfman. D'accord, donc Edgar Bronfman d'un côté. Alors Bronfman, c'est avec Wessner, le financier qui fait de Epstein le milliardaire avec des capacités économiques quasi infinies en fait. Donc Bronfman qui est lié à la mafia, mafia de l'alcool, lié à la prohibition, etc., etc. Le groupe donc AOL Time Warner explose et il y a une dimension livre et édition. Et dans cette dimension livre et édition, on va retrouver évidemment le géant de l'édition de ces années-là, et c'est Maxwell. D'accord? Et en fait, quand on a Maxwell et quand on a l'édition et qu'on a Time Warner, arrive la protagoniste de l'affaire, qui est aujourd'hui en fait super exposée, et vous voyez que ça vient de très très loin, c'est Caroline Lang. Maxwell. Alors, qui donc? Eh ben oui, Caroline Lang, la fille de Jacques Lang, parce qu'en fait, elle était directrice générale de la partie édition du groupe Maxwell et de Time Warner. Donc Time Warner, AOL, Il y a un lien entre les Lang et Maxwell. Il y a un lien entre Caroline Lang et Maxwell, le magnat, celui qui s'est suicidé en allant pisser sur le pont de son bateau, c'est ça? Exactement, elle était salariée dès 1991 du groupe le père Maxwell. De Ghislaine. Ouais. Et c'est sans doute elle, alors là, il faudrait voir comment ça se construit, mais c'est en fait par l'intermédiaire de cette relation que Maxwell est mis en relation avec le père, Jacques, et donc c'est Mark Endeveld qui en parle excellemment dans un article que je vous conseille vraiment, et il explique comment Jacques Lang, profitant de ces réseaux mitterrandiens, va en fait peser sur la privatisation de TF1 en faisant basculer la balance du côté du groupe Maxwell Bouygues. Et donc là, vous voyez la constellation qui commence à se construire d'une manière quasi parfaite, quoi. Alors la deuxième famille de fondateurs du groupe Hearst, le groupe pharmaco-chimique, c'est un certain Eugène Lucius. Alors Lucius, lumière, porteur de lumière, enfin, vous voyez un peu tout ce que l'on pourrait dire là-dessus. Et donc eux sont liés en fait à la famille Souchet, extraordinaire famille Souchet. Et cette famille Souchet va avoir un rôle très important aussi dans l'histoire parce que par effet de mariage et de relation, on va retrouver la famille Mendelssohn. Donc la famille Mendelssohn, c'est les lumières juives, d'accord? Donc la Haskalah juive, lumière juive, porteur de lumière juive, c'est l'entrée en fait dans une considération de cette religion que je porterai tout à l'heure. Et autour de cette famille Souchet, une autre personnalité extrêmement importante qui est Max Weber, en fait on va dire le summum de la sociologie, Max Weber, qui fait donc partie de cette organisation. Alors, pour être complet sur cette famille Lucius, évidemment, par effet de mariage allemand, mais là, on s'en serait un peu douté, on a un mariage avec les Krupp, donc l'industrie lourde, l'industrie de l'aciérie, de l'acier allemand, donc évidemment, la fabrication de guerre en 1945, mais toute la partie industrielle qui nous amène à avoir les ThyssenKrupp toujours en action aujourd'hui, donc au XXIe siècle. La dernière famille, elle est tout aussi intéressante. Donc le troisième fondateur de cette organisation et de cette société Hearst, c'est Adolf von Brüning. Et Adolf von Brüning, en fait, par effet de mariage là également, et puis effet de veuvage. En fait, son fils va se marier avec une femme. Ce fils va décéder et en fait, la veuve, très puissante, évidemment, économiquement très puissante, va se marier avec
Oswald Pohl. Voilà, donc en fait, Oswald Pohl est un général SS et c'est lui qui est ministre de l'Intérieur du Troisième Reich et c'est lui qui a la responsabilité de coordonner l'implantation et la gestion administrative des camps de la mort, ce qu'on appelle les camps de la mort. Donc vous voyez bien quand même qu'on est dans une opération certes de chimie et de pharmacie autour de familles qui ont des implications très très directes avec la machine de destruction massive de l'humanité. Et en fait, de l'Allemagne nazie. Et suivez bien, hein, chers auditeurs, parce qu'il faut, voilà, mais David essaie de faire preuve du plus de pédagogie possible. Mais donc, on a cette espèce d'ensemble, cette nébuleuse de réseaux bancaires, de réseaux de la chimie, de réseaux même du net, hein, de la tech. Bien sûr. Et tout ça s'assemble avec Paperclip, avec des nazis, des familles qui ont des origines justement liées au nazisme de la guerre des années 30 aussi. Et puis vous avez des juifs, c'est ça qui est quand même absolument incroyable, c'est qu'en même temps vous avez aussi un certain nombre de juifs qui sont au travers ces familles parfaitement en osmose avec cet ensemble. Alors ça, c'est sans doute la clé de l'affaire, mais je vais y revenir. C'est effectivement cette proximité qui a été difficile à admettre, de familles extrêmement puissantes, juives ashkénazes, avec un mouvement qui est un mouvement de destruction cette population juive pendant la guerre, avec les 6 millions de morts dans les camps de la mort. Donc effectivement, ça c'est important, mais on va y revenir tout à l'heure quand on va traiter Francfort-sur-le-Main, parce que nous avons vu que le père de Ariane de Rothschild travaillé à Francfort, donc par la société Hearst, mais un autre personnage est né à Francfort-sur-le-Main, et lui va intéresser notre enquête, c'est le fameux Peter Thiel de la société Palantir. Et vous allez voir comment, en fait, c'est de cette famille, de cette influence et du réseau Epstein qu'apparaît ce Léviathan, terrible Léviathan qui est Palantir. Alors, je continue sur les Palantir, il naît de toute cette espèce de consortium, c'est ça ? Peter Thiel, c'est une marionnette, peut-être pas, c'est en tout cas un rejeton de cet ensemble, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un ensemble extrêmement coordonné. Nous sommes face à des symphonistes macabres, mais c'est une symphonie dans laquelle il y a très très peu de fausses notes, et cette symphonie, en fait, s'étale sur quasiment un siècle, voire évidemment des centaines d'années auparavant, parce que ce projet n'est pas né uniquement du siècle dernier. Alors, je continue avec mon groupe pharmaco-chimique, et en fait, ce groupe pharmaco-chimique vient mettre le pied en France. On sait que la France est une plateforme centrale dans l'affaire Epstein. Comment notre président nous a dit c'est une affaire américaine, alors qu'en fait, c'est quasiment une affaire française, vous allez le comprendre, ou du moins une affaire européenne. Et en fait, Hearst rachète en 1974 un autre groupe pharmaceutique très puissant qui s'appelle Huclaf Roussel. Voilà, basé à Lyon, donc on retrouve la ville de Lyon. Les Roussel, en fait, évidemment, sont associés à toute cette chimie qui naît du travail du tissu. Alors, le travail du tissu, c'est la soie au départ, mais c'est ensuite la modification pétrolière, parce que, vous savez, c'est les fibres de nylon, on va dire. Et quand on a les fibres de nylon et quand on a cette chimie, eh ben, en fait, on commence à traiter de la chimie qui va devenir la chimie du plastique et la chimie industrielle, en fait. Et là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a d'autres familles. En fait, comment Hearst se diversifie, et vous allez voir un autre nom se connecter à la galaxie de l'Empire, c'est Hearst rachète en 1978 Balenciaga, la société de luxe Balenciaga, donc fournisseur de la famille royale d'Espagne, d'accord, Balenciaga qui est racheté par le groupe Gucci, vous savez, qui est racheté par Pinault en 2001. Et là, vous voyez l'intérêt des années 2000, en fait. Dans les années 2000, il se passe des choses. Nous, on n'était pas encore sans doute dans l'algorithme de ces décideurs, mais il y a eu une distribution de cartes qui était essentielle. Quasi dans la même année, en 1999, Hearst va être fusionné dans un groupe très puissant et très important français qui s'appelle Ron Poulenc. D'accord ? Donc, vous voyez bien Ron Poulenc, le géant Ron Poulenc, dirigé par deux personnalités essentielles
dans l'organigramme du capitalisme, et on s'aperçoit que c'est un capitalisme de connivence dans lequel, Nicolas, nous n'avions aucune chance de rentrer, malgré nos tentatives d'être des entrepreneurs, hein, ça a été mon cas. Moi En fait, non, je mais peux toi vous dire, oui. putain, les clés étaient, ou du moins les cartes sont distribuées bien avant. Alors, donc, les deux personnages sont Didier Pinot-Valenciennes, donc très important, Didier Pinot-Valenciennes, dont les deux familles en fait d'origine sont la famille Schneider. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la famille Schneider, mais tout le monde sait que c'est de l'acier, et ça nous ramène à Valéry Giscard d'Estaing par sa femme, qui est aussi liée au MEDEF par l'intermédiaire de Antoine Sellière. Vous voyez un peu la cartographie, mais Pinot-Valenciennes est aussi lié à la famille Bolloré. D'accord? Donc, en fait, on pourrait dire que Vincent Bolloré et Didier Pinot-Valenciennes sont des cousins. Vous voyez un petit peu le dispositif. Un autre personnage important de Ron Poulenc dans ces années-là, c'est celui qui aura un rôle très important dans une autre affaire internationale, qui est l'affaire Elf, c'est Loïc Le Floch-Prigent. Alors là, déjà, en fait, on a fait remarquer que Balenciaga, on n'oublie pas que Balenciaga, il y a cette immonde campagne de publicité pédophile avec Balenciaga. Balenciaga, c'est alors pédophile, oui, parce que effectivement, on va mettre en scène les enfants, mais c'est surtout ce qu'ils appellent le porno soft. Et le porno soft, en fait, c'est des ados, c'est des femmes enfants, c'est dégueulasse en fait. Voilà, il faut poser le terme. Par contre, ça a positionné l'univers du luxe et l'univers de la mode jusqu'à comment être en proximité de la mafia. Et on se souvient de Puff Daddy présent sur les défilés des sociétés de luxe, que ce soit chez Pinot avec Gucci, que ce soit chez LVMH avec Bernard Arnault. Donc vous voyez un peu la promiscuité en fait de ces affaires. Mais je vais revenir sur la cause, parce que là on définit les effets et on va revenir sur la cause tout à l'heure. Dans une ligne, un cadre. Ouais, alors je continue la ligne et le cadre, parce que quand on a Ron Poulenc avec la fusion avec Hearst, ils vont donner naissance à un grand groupe chimico-pharmaceutique qui s'appelle Avensis, d'accord? Et Avensis va toucher le sujet qui nous a intéressé, Nicolas, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est évidemment Avensis avec en fait le rachat par Sanofi Saint-Élabo, et qui va donner le groupe Sanofi. D'accord? Alors, je reviens un peu. Saint-Élabo, c'est une autre famille du luxe, parce que c'est L'Oréal et la famille Bettencourt, par l'intermédiaire de Liliane Bettencourt, et j'espère que nos auditeurs internautes ont les liens entre Bettencourt, Woerth, Sarkozy, les détournements de fric, les hippodromes, gna gna gna. Là, on n'arrête plus, nous non plus, de jouer une symphonie. Hein. Et Sanofi, c'est évidemment le patron emblématique Serge Weinberg. OK? Et là, on a un lien direct entre Ariane de Rothschild, qui était le début de notre explication, Serge Weinberg. Et Serge Weinberg et Ariane de Rothschild vont évidemment avoir des relations d'affaires, mais surtout, ils vont faire éclore par l'intermédiaire de son rôle dans la commission Attali, celui qui est notre président de la République aujourd'hui, parce que Macron, en fait, est le fruit quasiment de cette relation entre Ariane de Rothschild et Serge Weinberg, parce que Serge Weinberg dit, ça c'est le discours officiel, qu'il a rencontré Macron et les qualités de Macron pendant la commission Attali. Moi, je persiste à penser que c'est une relation bien plus ancienne. Simplement, on est encore en train d'essayer de percer, non pas le coffre-fort de Benalla, mais le coffre-fort de Macron, parce qu'on ne sait pas vraiment qui est cet individu. Hein. Malgré les enquêteurs, malgré une puissance collective, on ne sait pas du tout encore qui est ce personnage. Alors, je vais reconnecter avec le monde numérique et là c'est vraiment français, et là on est ce que je délivre, je ne l'ai entendu nulle part, hein, voilà. Et donc la famille Roussel, Uclave Roussel, donc le grand groupe lyonnais, cette famille, évidemment par mariage, fait apparaître la famille Gringa.
Alors voilà, on connaît peu cette famille de Nice, mais cette famille très puissante de Nice. Quand on est à Nice, on est chez Estrosi. Quand on est chez Estrosi, on est chez Jacques Médecin. Enfin, vous voyez bien la continuité de cette hyper mafia. Et donc la famille Gringa de Nice a en fait un jeune descendant qui s'appelle Fabrice. Et le Fabrice Gringa, lui, il va avoir, comme poussé sans doute par le hasard, vous savez, tout ça maintenant commence à être bien décodé, lui, il va investir quasi en primauté dans la société Palantir du fameux Peter Thiel. Génial quand même, Ça, c'est vraiment le coût d'investissement extraordinaire. Ça vient déjà d'une grande lignée. On a vu les Rothschild, on a vu Hearst, on a vu les trois familles fondatrices dans cette espèce de, je dirais, de maelstrom. Et là, vous avez un petit mec. Alors, allez sur sa fiche Wikipédia, vous allez voir qu'il a l'air assez mal dans sa peau. C'est le prototype de l'hyper-nomade, celui qui n'a pas de maison, qui va squatter chez des amis dans le monde entier. Le jet-setter par excellence, celui qui se fout de notre gueule, en fait. Voilà, je suis assez dur, mais c'est exactement ça. Et lui, il investit parce qu'il a eu une bonne info, vous voyez, le bon feeling du turfiste dans la société de Peter Thiel. Alors, apparaît dans notre organigramme le Peter Thiel. Alors, le Peter Thiel, plusieurs choses à dire sur lui, mais la chose essentielle, Nicolas, en préparant l'émission, on en a parlé, c'est que lui, il projette la tech, donc la tech sur base d'intelligence artificielle, dans en fait un parcours eschatologique lié à l'apocalypse de Jean. Et en fait, il dit c'est par la tech que nous allons confirmer l'arrivée du royaume de Dieu sur terre, et c'est par la technologie, sans doute, le chiffre de la bête, on ne pourra rien acheter ni vendre sans le numéro, et pour ceux qui sont le plus pointus, mais il n'y a même plus besoin d'être très très pointus pour comprendre que bientôt ce sera notre numéro de code qui va nous servir en fait d'identification sociale, et si effectivement nous sommes désactivés, nous ne pourrons ni acheter ni vendre. On a bien compris comment ça allait se passer, donc effectivement, ce Léviathan de Peter Thiel, c'est le programme le plus à la fois eugéniste, je vais y revenir, et le plus finalement anti-humain dans une vision destruction de l'humanité qui puisse exister. Alors le Peter Thiel, on va suivre un peu son parcours. Il est né lui à Francfort-sur-le-Main. Ça c'est quand même dingo. On retrouve Francfort-sur-le-Main dans plusieurs trucs. On sait que ça avait été aussi la ville de l'invention de la banque d'affaires par l'intermédiaire d'une famille très puissante aussi dans le domaine bancaire qui s'appelle les Bettman. Et là, on va se dire, mais pourquoi Francfort-sur-le-Main ? Et là, je vais vous libérer en fait une information qui doit maintenant transiter le plus largement possible. Francfort-sur-le-Main est à quelques kilomètres, une vingtaine de kilomètres, d'une ville qui s'appelle Offenbach. Alors tout le monde connaît comment le réalisateur de musique Offenbach, en fait, il tire son nom d'une ville, et à Offenbach, va être hébergée une personnalité dont Pierre Hilard a beaucoup parlé. C'est lui qui, je pense, à un moment fait sortir cette personnalité dans l'espace public, dans l'espace informationnel et réinformationnel. C'est le fameux Jacob Frank. D'accord ? Donc, le franquiste messianiste, avec l'avènement justement du nouveau Messie sur Terre, prend son berceau au niveau de la ville d'Offenbach, à quelques 20 kilomètres de Francfort-sur-le-Main. Donc, ce que je peux dire et ce que je défends, c'est que Francfort-sur-le-Main est la capitale du mouvement franquiste, messianique, anti-humanité, parce qu'en fait, pour faire venir le Messie sur la planète, il faut être le plus odieux possible avec la création de ce divin. Et la création de ce divin, c'est la nature et c'est nous. Donc en fait, les attaques perpétuelles sur le monde naturel avec l'épuisement des ressources, etc., avec l'escrologie, matinée de verre dans une dérive financière et spéculative de dingue, on y est. Et puis évidemment, l'hypertechnologie de l'IA venant finalement créer un être technologique, donc le nouvel Adam, vous avez compris, la nouvelle humanité, le programme complètement construit du Troisième Reich, qui a une émergence extrêmement massive et aujourd'hui directe. Quand je parle de Léviathan,
Vous savez, c'est le terme exact parce que le Léviathan, c'est ce monstre gigantesque que l'humain n'arrive pas à tuer, hormis à être finalement extrêmement malin. Donc, on va chercher la méduse qui va nous permettre de zigouiller ce putain de monstre. Alors, Francfort-sur-le-Main Le monstre maritime. Le Léviathan est un monstre maritime et lui est confronté au Léviathan Job, dans le livre de Job, David. Mais donc, il y a tout cet ensemble eschatologique, finalement, extraordinairement hérétique, au sens où c'est un royaume sur terre, donc un messianisme. Et donc ça vient inspirer, c'est ça que tu expliques, à la fois des personnalités comme Peter Thiel et puis en même temps cet ensemble mafieux dont Jeffrey Epstein est le super parrain, c'est ça? À peu près. Il est le super parrain, il est surtout le super hub. Et je vais y revenir, Nicolas, le super hub. Par l'intermédiaire du... oui, parce qu'en fait, il fallait mettre tous ces gens en relation. Et ça a été le boulot de Epstein. Il a été fait milliardaire et en fait, c'est lui qui met en relation différentes strates et je vais y revenir tout à l'heure. Par contre, je vais, si vous le permettez, revenir un peu en 4 points sur le parcours de Thiel. Donc, c'est Palantir. Alors, Palantir, vous avez vu l'espèce de débile mental qui s'appelle Alex Karp. Vous avez vu des vidéos où il peut pas tenir sur son fauteuil complètement exalté. La dernière déclaration de ce mec, c'est de dire « on tue des gens ». Magnifique, quoi. L'IA tue des gens. Ça me rappelle le film Chien 51 avec, vous savez, cet acteur que j'aime bien là, qui s'appelle Lelouch, dans lequel, voilà, il y a un système d'information à base d'IA qui s'appelle Alma. Et la dernière phrase de ce héros qui meurt, qui s'appelle Chien 51, voilà, il dit l'IA tue, Alma tue. Et ben en fait, là, c'est plus un film, on est dans la vérité. Le Alex Karp complètement vitaminé ou sous en fait ou sous cocaïne nous dit nous tuons des gens. Ah, mais c'est quel projet de société ça? Attends, on arrête. Alors il tue des gens. L'IA, l'utilisation de cette IA et de Palantir pour l'extermination des Palestiniens à Gaza, au Liban et contre le Hezbollah, les fameux pagers piégés, c'est Palantir aussi, semble-t-il. Hein. Ouais, ça je suis un peu moins pointu, mais manifestement ça pourrait être eux. Et on va suivre, si vous voulez, le parcours. Tu sais que le dernier d'Alex Karp, c'est dire combien le type est jobard dans sa tête. On me signale, en effet, il parle de drones qui lanceraient de l'urine avec du fentanyl dans l'urine sur les opposants. Ouais, bon, à la limite, ils nous pissent dessus, c'est pas très grave. Mais en fait, vous avez bien vu que les drones, et on l'a vu tout à l'heure avec la base spatiale chinoise, les drones, en fait, c'est bardé de capteurs, en particulier les capteurs de chaleur et tout. Et donc, en fait, votre espérance de vie face à un drone, c'est 2 secondes. D'accord? Donc, on le voit sur le front ukrainien. Donc, en fait, ces mecs sont à arrêter, quoi. Donc, le Alex Karp, alors moi, j'ai pas beaucoup d'économie, mais je suis prêt à mettre un billet de 1000 à celui qui ira lui faire la peau, quoi. Voilà, je dis volontiers, ce mec, il doit être arrêté, quoi. C'est bon, quoi. On se fait pisser dessus par ce genre d'individus complètement malades mentales qui expriment leur maladie mentale sur des vidéos hallucinantes, et nous sommes tenus, en fait, au silence dans une analyse telle que nous le faisons, et nous n'avons pas de moyens d'action. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Alors moi, je ne sais pas où il est. Je viens d'apprendre, et c'est une nouvelle considérable. Vous savez que le siège de Palantir était à Denver. Alors pour ceux qui sont un peu pointus, il y a l'aéroport de Denver, il y a les fresques un peu eschatologiques de l'aéroport de Denver. Et là, vous faites le lien entre Palantir, qui veut dire Palantir, en fait, c'est l'imaginaire de Peter Thiel. Il est très lié à Tolkien, à l'univers de Tolkien, d'accord? Et Palantir, c'est la boule de vision, c'est la boule en fait de prédiction. Ça permet de mettre en relation les mondes et de connecter les mages de cet univers-là. Et en fait, donc Tolkien, ça aussi c'est très important, évidemment. On a l'univers celtique et puis on pense qu'il est anglais. Non, en fait c'est un Allemand. Hein. Tolkien, originaire allemande, et l'un de ses de
de ses principes fondateurs, c'est l'analyse de Beowulf. Donc Beowulf, c'est un conte nordique, d'accord, et Beowulf est très lié aussi à l'influence nazie, d'accord. Donc en fait, on est chez les nazis, quoi. Voilà, on apprend maintenant en 2025, 2026, que c'est finalement la structure du Troisième Reich nazi, donc polythéiste, sacrificateur. Donc le sacrifice de la population, ce n'est pas un vain mot, qui est en train de se déployer. Alors notre copain Et donc Thiel, Epstein, c'est le hub justement de cet ensemble à la fois polythéiste, sacrificateur et nazi. C'est en fait cette espèce d'hybridation diabolique que tu pointes du doigt. ouais, et en totale bonne confiance, en totale bonne conscience, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les nazis sacrificateurs sont très utiles pour les mouvements qui sont autour d'eux et qui eux ne sacrifient pas. Donc je vais pousser un petit peu plus loin. Les hyper-cathos, ultra-cathos cachés dans les couloirs sombres du Vatican, notamment, sont très 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 intéressés d'avoir un mouvement spirituel qui prône le sacrifice comme étant un élément justement sacré, parce que le sacrifice, c'est faire le sacré, comprenez-vous? Et donc, en fait, on se retrouve dans une espèce de mélange des genres où, en fait, une vision de bonne conscience va déléguer son travail scrupuleux à un groupe spirituel qui lui va être très très content de faire l'œuvre de Dieu sur la terre dans une vision messianiste, etc., etc. Putain, c'est l'inversion des valeurs, et quand on est dans l'inversion des valeurs à ce point, c'est ce qu'on exprime et qu'on appelle le satanisme. C'est ça le satanisme en fait. Hein. Le satanisme, c'est l'inversion des valeurs d'un groupe par rapport à un autre. Voilà. Et quand vous avez trouvé un groupe polythéiste dont le fondement est le sacrifice, le prêtre sacrificateur du polythéisme, il n'a pas mauvaise conscience. Il faut bien le comprendre. Il fait l'œuvre de Dieu. Donc autour de ça, il peut en tuer 7 milliards. Il s'en branle complètement parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, il faut vraiment entrer dans cette logique qui ne nous est pas naturelle. On n'a pas été élevé comme ça, on n'a pas cette vision, on serait même plutôt protecteur pour nos familles, protecteur pour nos enfants, protecteur pour nos épouses, protecteur pour nos environnements, et on se retrouve en fait avec des déviants, jugés par déviants par nous, mais qui se considèrent légitimes. C'est le gros danger d'un Peter Thiel, c'est le gros danger d'un Alex Karp, et c'est la responsabilité massive d'un Epstein, dont le rôle a été de mettre en communication par une compromission totale et par la loi du silence des financiers. Donc dans les financiers, vous les connaissez, hein, Gates qui était l'homme le plus riche du monde, vous avez un Léon Black qui est à la tête en fait d'un fonds financier qui s'appelle Apollo Global Management. Ben, le Apollo Global Management, c'est celui qui finance AOL. OK? Donc à OL, vous avez la chaîne qui se développe. Et ce que va faire cet hyper parrain du mal, Jeffrey Epstein, c'est qu'il va compromettre l'intégralité de cette sphère financière. Il va profiter de la faiblesse de Benjamin de Rothschild, qui est cocaïnomane, héroïnomane, sans doute alcoolo, et qui, en fait, est incapable de gérer sa banque. Et en fait, Epstein, il va instrumentaliser Ariane de Rothschild, et en fait, il va même sans doute avoir une relation semi-amoureuse et possiblement amoureuse avec cette femme. Mais on voit bien ce que veut dire l'amour pour Epstein. Et en fait, il va prendre, mais sciemment, le contrôle de la banque Edmond de Rothschild. Vous imaginez, c'est l'une des banques les plus puissantes au monde. Et en fait, celui qui la pilote, c'est Jeffrey Epstein en sous-main. Et donc, évidemment, Jeffrey Epstein a le pouvoir de l'argent avec des grands philanthropes. Il a une banque d'une puissance absolue sous sa main par l'intermédiaire finalement de son esclave, quasi-esclave sentimentale qui est Ariane de Rothschild. Et puis, on a vu d'où elle venait. Et autour de ça, ce que va faire ce gros malade de Epstein, c'est le lien avec les savants fous que l'on décrit dans Palantir et le fameux Peter Thiel. Mais il n'est pas le seul savant fou. Là-dedans, il y a tout en fait une cosmologie de gravissimes personnages. Je vais les nommer. Vous avez Iman Minsky qui travaille plus sur l'économie. Vous avez un Ben Godzel qui va travailler sur l'IA, vous avez un Martin Novak, et en fait, ce que va faire Jeffrey Epstein, c'est orienter l'argent
Donc l'argent souvent de la mafia, hein, parce qu'on a vu Bronfman. Donc Bronfman, c'est l'alcool, c'est c'est la prohibition, hein, c'est de là d'où vient son succès. Hein. Bronfman, c'est Warner, donc c'est le cinéma, c'est le blanchiment de fric, hein, parce qu'en fait les grosses machines de cinéma, bah, souvent jusque très peu, on paye en liquide sa place. Plus la place de cinéma est élevée, ben plus on blanchit. Une place de cinéma à 15 euros, ben pour nous, c'est quasi intenable. Et pour les mecs qui vendent de la cam, ben 15 euros en liquide, ben c'est du blanchiment, comprenez-vous. Et puis autour de ça, ça rentre dans des grosses machines dans lesquelles on va retrouver toujours les mêmes noms. C'est toujours les mêmes noms. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est que ces savants fous, évidemment, vont s'intéresser à la, comment dire, ben en fait, aux gènes, donc à l'ADN et à la virologie. Et là-dessus, vous avez l'arrivée d'un personnage éminemment important dans ces structures qui s'appelle Nathan Wolf, qui fait partie donc d'un groupement qui s'appelle le Global Viral. Ben, quand vous avez le Global Viral, vous avez le Global Virus. Hein. Et quand vous avez le Global Virus, eh ben, en fait, vous avez l'orchestration des pandémies. Pour orchestrer des pandémies, pour savoir comment ça se diffuse, comment les populations sont affectées, ben, vous avez besoin d'un outil. Vous avez besoin que cet outil soit connecté au service de renseignement. Et là, vous avez Palantir. Vous avez compris, Nicolas, l'enchaînement. Et donc, quand vous avez Palantir et le service de renseignement, vous comprenez pourquoi ils travaillent avec la NSA, vous comprenez pourquoi ils travaillent avec le FBI, avec la CIA, avec les forces armées américaines, avec le Mossad. Et puis, la grosse surprise générale, qui est un peu le paquet cadeau de la fin de mandat de notre président Macron, et ben en fait, c'est la DCRI qui directement, en fait, signe avec Palantir. Vous avez, et nous on pense que c'est les Américains qui prennent le pouvoir chez nous, mais c'est pas du tout les Américains, c'est une hyper mafia de débiles mentaux messianistes qui nous amène dans une idée eschatologique de destruction du monde. Alors soit on fait quelque chose et on y va, soit on fait rien, quoi. Hein. Alors évidemment, on est dans des entreprises de division. Vous savez, Nicolas, on en a souvent parlé. J'ai une sensibilité plutôt de gauche. Je sais que vous avez une sensibilité plutôt de droite. On essaie, nous, sur votre canal, de collaborer. Hein, ce partage d'informations, cette collaboration. Et pour détruire cette collaboration, putain, on se retrouve avec un fait d'actualité dans lequel on a des mecs d'hyper droite, des mecs d'hyper gauche qui vont se taper ou à Lyon, vous avez compris l'importance de la ville de Lyon, l'importance symbolique de cette ville, et vous avez un pauvre homme qui s'appelle, un pauvre jeune homme qui s'appelle Quentin, qui, voilà, qui va porter l'ensemble de l'opprobre et de la division, alors qu'il faut s'unir. Il faut s'unir. On est face à un léviathan, c'est pas en partant en ordre divisé qu'on va réussir à l'abattre. Et donc là-dessus, il y a des responsabilités. Quand je vois les prises de position d'un homme que je connais pas du tout, mais qui m'intéressait dans son mode de pensée parce qu'il était en mesure de comprendre la complexité du monstre qui est face à nous, c'est Branco. Putain, Branco, au lieu de tirer dans son camp, il ferait mieux de resserrer les boulons parce que c'est une question de vie ou de mort. Alors, c'est pas nos vies personnelles, alors même si autour de nous, on a des gens qui disparaissent mystérieusement, mais c'est notre vie collective en tant que commune, en tant que communauté, en tant que pays, en tant que continent, en tant qu'humanité dans son sens large. Et donc, effectivement, si on n'est pas capable de créer des sentiments de solidarité, des sentiments de respect les uns vis-à-vis des autres, je peux vous dire que les Peter Thiel, avec son esprit tordu, il va continuer à nous pisser dessus, hein, avec du fentanyl ou sans fentanyl. Hein. Alors, c'est une prise de position très forte. Mais c'est bon, moi j'ai compris le plan. On est très nombreux à avoir compris le plan. Le plan est destructeur. Comment Thiel a dit, la démocratie c'est surfait. C'est pas du tout la démocratie qui est surfaite. C'est le peuple qui est surfait, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez un peu la dérive du pouvoir. Il faut détruire le peuple. Hein. Ils vont tout faire pour détruire le peuple. Et notre seule possibilité, c'est de comprendre le plan. Moi, je vous ai donné le plan. Ariane de Rothschild, cette espèce d'instrument qui sait même pas en fait comment elle est instruite, qui nous amène de proche en proche à devoir subir une dérive générationnelle, parce qu'en fait, elle subit aussi ce qu'elle est. Hein, et puis, elle est prise en main par une espèce de séducteur infâme qui est Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein avec les philanthropes. Hein,
philanthrope, c'est l'amour de l'humanité, hein, l'amour de son prochain. Hein. Et puis, de l'autre côté, il les connecte avec les plus gros débiles mentaux de la technologie du 21e siècle. Et il faut pas s'étonner que ce soit un monde de guerre. Alors, le monde de paix, ça dépend de nous. Hein, ça dépend de nous. Alors, le dernier point, parce que je vois sur mes notes apparaître le truc, pourquoi font-ils ça? C'est l'avènement donc de Dieu sur Terre, mais c'est surtout l'avènement de eux en tant que Dieu. D'accord? Et en fait, Peter Thiel fait partie d'une organisation, il en fait partie de plusieurs, mais une en particulier, vous allez retenir le nom, s'appelle Mathusalem Fondation. D'accord? Et la Mathusalem Fondation, donc vous savez que Mathusalem, c'est l'âge de Mathusalem, hein, l'humain qui a vécu le plus longtemps après Adam. En fait, c'est l'immortalité. Ce qu'ils veulent, c'est l'immortalité. Ils veulent nous balancer de pisse, nous pisser dessus pour être immortels. Les mecs, c'est des marteaux. Bientôt, mourir, ce sera notre récompense, quoi. Non, mais on rêve. On est vraiment chez les dingues. Et maintenant, leur plan est sur la table. Tout est sur la table. Et on n'a plus qu'à prendre les infos et les défendre. D'où le transhumanisme qu'on retrouve dans les Epstein. Epstein s'intéresse à énormément d'éléments scientifiques de type transhumanisme. Oui, parce qu'en fait, il y a une connexion. Il y a une connexion entre l'économie, entre la politique, entre les systèmes de comportement globaux, d'accord, analysés par l'IA et le big data de Palantir, et tout ça en fait donne naissance au transhumanisme. Et le transhumanisme, je l'avais dit dès 2019, souvenez-vous, Nicolas, c'est la possibilité de coller notre personnalité dans un élément de synthèse. Donc, à l'époque de la Genèse, c'était l'argile dans lequel Dieu a soufflé pour donner naissance à Adam. Et bien là, en fait, c'est un élément de type technologique. Et là, le terme Palantir devrait attirer nos oreilles. En fait, l'idée, c'est possiblement de positionner donc cette essence de conscience personnelle, ce que nous sommes individuellement, dans un cristal, dans une pierre, en fait. Vous comprenez ? Et cette pierre, elle a une forme caractéristique, elle a peut-être une forme cubique, et quand on est dans la forme cubique autour de la pierre, vous êtes autour de la Jérusalem céleste, et vous reconnectez sur le projet complètement hallucinant du Peter Thiel. Alors certainement, un esprit brillantissime, mais entre le super brillant, complètement débile, isolé dans son coin, qui nous fait une crise autistique de premier niveau, il y a des garde-fous, quoi, hein, et donc il faut absolument qu'on arrive à jouer les soignants, les infirmiers de ce type-là, quoi. Nous sommes des infirmiers de ce type-là. Il faut qu'on lui mette une camisole, qu'on l'isole, on le fout sous sédatif pendant quelques semaines, et puis après, on va aller marcher au bord de mer avec lui, quoi. Attends, c'est bon, quoi. Les mecs, moi, je les ai rencontrés dans le monde professionnel. Quand j'ai dit ça en 2019, que j'avais rencontré ces mecs-là dans un environnement qui était un environnement breton, on s'est foutu de ma gueule. Maintenant qu'on arrive à comprendre que ces mecs-là avaient des liens avec toute une chaîne qui nous amène à Xavier Niel, qui est au conseil de surveillance ou d'administration de ce type d'organisation, on se dit, putain, mais c'est pas possible. Oui, ça veut dire que nous, individuellement, nous avons la possibilité de faire dérailler cette machine. Et si nous sommes une succession d'individus groupés avec un état d'esprit qui est un état d'esprit de solidarité, je peux vous dire qu'ils n'iront pas très très loin. Donc en fait, le Alex Karp, je lance un message, celui qui a envie d'aller lui pisser dessus, qu'il y aille quand il a envie, quoi. À chaque fois que je passe sur votre chaîne, je suis exalté, Nicolas, mais ça m'arrive pas souvent, mais c'est très important. En tout cas, c'est construit, c'est compréhensible, il y a une ligne, moi j'ai absolument tout compris, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là j'avoue avoir absolument compris la ligne qui permet de dire que, en effet, David Pliquet, qui depuis des années dénonce, dont on se dit parfois, mais c'est une sorte de Don Quichotte avec ses moulins à vent, en fait, c'est pas des hallucinations, et qu'il y a bien tous ces réseaux, et c'est là qu'on le voit, c'est là qu'on s'y perd totalement, et c'est là que les médias mainstream sont particulièrement nocifs, parce que ils vont isoler sur un sujet qui n'est qu'un détail en disant tel mannequin qui a été prostitué sur l'île d'Epstein, ce qui permet d'embrouiller tout, alors qu'il y a en effet un super parrain, il y a un hub, il y a une toile d'araignée terrible qui explique et qui a ce versant à la fois très naturaliste, très matérialiste et en même temps un délire eschatologique relié lui-même en plus à ce que l'humanité a fait de pire, c'est-à-dire le nazisme.
Ouais, exactement. Il faut bien comprendre ça. Dans le messianisme, et il en parle très très bien Pierre Hillard, et je vais prendre une image connue, le héros de Star Wars, c'est Dark Vador. Et pourquoi c'est Dark Vador? Parce qu'il connaît le côté de la force et il connaît aussi le côté obscur. Et donc en fait, depuis, on pourrait dire Crowley, Crowley, Aleister Crowley, ce grand mage déviant, en fait, a dit exprime ta liberté. Exprime ta liberté. La liberté, il a dit fais ce que tu veux. Et donc dans le fais ce que tu veux va surtout provoquer les forces du mal en toi, parce que si tu vas provoquer ces forces du mal en toi, tu te connaîtras toi-même. Vous comprenez? Et donc en fait, dans cette logique d'aller comment provoquer les forces du mal, il y a l'idée que plus on s'attaque en fait à la création, plus on s'attaque par le mal à cette création, plus on va faire réagir le Messie qui est caché dans le monde. Et c'est toute la logique eschatologique. Et vous parliez tout à l'heure des Juifs, mais attention, il y a ce verset, les Juifs qui ne le sont pas. Et vous avez donc un Netanyahou qui exprime parfaitement cette vision, parce que en allant massacrer, et aujourd'hui vous avez vu depuis hier, on parle d'extermination du peuple palestinien. Et bien vous avez l'expression du mal absolu en espérant, et ça c'est la vision donc des maîtres à penser de Netanyahou, dont son père, et je rappelle qu'il a fait une thèse sur Mussolini, donc régime fasciste. En fait, leur idée c'est de dire, plus on va s'attaquer à la création, et plus à un moment donné, Dieu, c'est-à-dire le Messie, le retour de Dieu sur terre, va être forcé. On va forcer la venue de Dieu sur terre. Voilà. Et en fait, comment Peter Thiel, il a complètement matérialisé cette notion, parce qu'il a créé, alors je ne sais pas si c'est un institut, je ne sais pas si c'est un mouvement de pensée, je ne sais pas si c'est un livre, mais il appelle ça le catéchon. Voilà. Oui, et le catéchon, c'est ce qui retient. Il prétend qu'il faut retenir la venue de l'Antéchrist et que une société conservatrice américaine peut retenir la venue de l'Antéchrist, alors que j'ai l'impression qu'il la hâte plus qu'autre chose, et que ce qui retient réellement aujourd'hui encore, eh bien, c'est peut-être la troisième Rome, c'est peut-être la Russie de Poutine, selon moi. Écoutez, là-dessus, c'est très intéressant après d'en débattre, mais là, on a une action en œuvre, et retenez les dates, quoi. Comment on a parlé de l'an 2000, mais Epstein et Maxwell, en fait, recrutent la fille de Jack Lang en 91. Vous voyez pas le retard qu'on a? Alors, on a de l'avance parce qu'on n'est pas encore à la fin du monde, donc on a encore une possibilité d'action, mais par rapport à leur plan qui a l'air de s'accélérer à partir des années 90, de 90 à 2026, ça fait 36 ans. On a 36 ans de retard. Donc, en fait, à l'âge de mes 20 ans, quand effectivement j'étais en boîte de nuit à draguer les gonzesses, j'aurais plutôt dû m'intéresser à ça. J'aurais été moins dépourvu quand la bise est venue, quoi. Vous comprenez, Nicolas, le sujet. On aura retenu, et nous sommes collectivement là-dedans. On aura retenu en tout cas aussi cette perle-là délivrée, c'est-à-dire qu'en effet, cette fameuse Caroline Lang qui est couchée sur le testament d'Epstein, eh bien, est embauchée très tôt par la famille Maxwell. Ça explique aussi beaucoup de choses. En tout cas, ça permet d'être une entrée en matière de cette magnifique fresque que tu nous as décrit. Et eh bien, il est 9h30, c'est le moment de conclure ou de se quitter, pour aujourd'hui tout du moins. Mon cher David, bravo pour cette magnifique et brillante analyse et description. Bravo, bravo. Impressionné. Écoutez, je n'y suis pour rien, c'est juste que on regarde les faits, et c'est vrai que dans la structure mentale que j'ai exercée depuis toutes ces années, donc depuis 2019, très clairement, le Covid, c'est essayer de trouver le fil directeur d'une structure globale, et cette structure globale, hyper mafia, c'est le terme de Reuters ce matin, et ça a été repris par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Idriss Aberkan, grand spécialiste de la mafia aussi. Et en fait, je pense que là maintenant, on avait déjà l'intégralité du schéma Epstein, mais en fait, il y a maintenant des noms, vous savez, un peu comme des rouages. Et la machine, elle est
parfaitement dévoilé. Donc l'Apocalypse, eh ben, c'est notre dévoilement, c'est nous qui l'avons fait. Hein. Donc félicitations Nicolas, félicitations GPTV, félicitations à tous vos interlocuteurs qui ont dû subir en fait la machine à laver sociale. En fait, on avait raison et continuons. Maintenant, de la solidarité, ne nous laissons pas encombrer par les faits d'actualité, même s'ils sont dramatiques. Mais les services secrets, tuer les gens, c'est leur métier. Hein. Donc le pauvre Quentin, moi je pense qu'il est possible que les services se soient intéressés à lui. Ça aurait été Quentin ou Jean-Pierre ou Jean-Jacques ou Paul, c'était le même nom. Il fallait en fait une victime expiatoire pour diviser le peuple, parce que les révélations Epstein sont tellement importantes que oui, le Léviathan a pris un coup dans les carreaux quand même. Hein. Voilà. Merci David Pliquet pour bien cet exposé. Une excellente journée. À très bientôt sur GPTV et porte-toi bien. Merci Nicolas, à très bientôt et au plaisir de rediscuter de tous ces sujets. À très bientôt. À bientôt. Merci Nicolas.